rajouter. Le bilan. Le bilan, outre ce que vous avez dit, l'IAP a formé, disons, durant la période, vous avez donné les chiffres. À ce jour, l'IAP a formé 23 700 agents. Oui, outre les techniciens, on est à 12 000. Techniciens supérieurs spécialisés, on est à 700. La nouvelle formation, ingénieurs spécialisés, 800 ingénieurs spécialisés. Les autres chiffres, ingénieurs d'État, c'est 3300, c'est resté. On a formé plus de 862 étrangers, dont la majorité c'est Venezuela et les Tunisiens, pour 24 pays. On a fait des formations postgraduées également en partenariat avec les partenaires étrangers, parce que pour eux, il fallait faire le Master of Science. Donc on a fait des formations de niveau corporate pour Sonatrach, niveau master. Et le recyclage et perfectionnement, qui, je n'en parle pas, ça c'est classique. Voilà, donc à ce jour, l'IAP a formé plus de 23 700 agents entre ingénieurs, master, techniciens, ainsi de suite. Voilà, en termes de bilan chiffré. Je complète quand même quelque chose sur cette période de 85 à aujourd'hui. Tout d'abord, sur le plan purement physique, l'IAP a rétréci comme une peau de chagrin. Je disais tout à l'heure, en 84, 85, il y avait une école d'ingénieurs et 5 centres de formation de techniciens supérieurs, à Siltrone, Essénia, Skikda, Aujourd'hui, il ne reste que l'école d'ingénieurs et 2 centres de techniciens et techniciens supérieurs. Au lieu de s'agrandir, il a rapetissé l'Institut. Là, sur un premier point. Ensuite, sur un deuxième point, il y a un aspect que je n'ai pas développé tout à l'heure, mais sur lequel donc, je reviens, c'est qu'à côté de la formation, et là je ne rentre pas en détail sur le plan de la formation, on avait essayé de lancer à l'époque la recherche. La recherche scientifique, ce n'est pas pour redécouvrir la Lune, là, c'est la recherche scientifique appliquée, et en particulier, c'est des prestations de services pour la Sonatrach en particulier, et au niveau de l'IAP. Et on a démarré déjà dès le début d'Almeida avec Diboun et son équipe l'évaluation de brut qu'on faisait à l'époque uniquement en Italie, un projet ou là. On avait fait démarrer des travaux sur le PVT, les travaux de la géologie, les cartes de géologie de la Bérésina, etc. C'est là pour nous en parler. On avait lancé un peu tout, y compris la recherche sur le beefsteak de pétrole qu'on avait lancé à Essénia avec les algues. Tout ceci a disparu. On ne parle plus de recherche scientifique au niveau de l'IAP. C'est dommage qu'un établissement donc, qui, en une vingtaine d'années, a pris son essor et dans tous les domaines, etc., est rétréci à ce point. Ça, je crois que c'est un point négatif qu'il faut souligner. Et je le cite au passage simplement, quand dernièrement, quand il y a eu même l'avant-dernière phase, la dernière phase de l'histoire de SPA, la société par action, un institut qui devient société par action, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne que grâce à l'argent, si on lui donne l'argent, il fonctionne sinon. Et donc quand il y a eu cette phase, et à l'appel d'un certain nombre d'anciens cadres de l'IAP, qui m'ont demandé donc d'intervenir, je suis intervenu auprès de l'actuel ministre, c'est Yousfi, que je connaissais auparavant, qui a failli être cadre à l'IAP quand il était à Nancy en train de préparer son doctorat. Je suis passé à Nancy, je l'ai contacté, il m'a donné son accord pour qu'en terminant il vienne. Il est venu à l'IAP, il a vu, mais ensuite on l'a retrouvé à l'université de Babzouar. Bon, c'est pas grave, c'est pas perdu pour le pays, c'est pas à l'étranger. Donc j'ai été le voir et j'ai insisté sur les différents points que je soulignais, la restriction, disons, de l'IAP sur le plan physique, sur le plan des activités, la formation, etc. Et il m'a promis donc de faire en sorte d'essayer et justement le travail qui a été fait et qu'on a préparé au ministère avec son accord, parce que j'ai été d'abord
au début lui demander s'il acceptait que on piétine un peu ses plates-bandes, on lui fasse un petit travail pour l'IAP. Il m'avait donné son accord, donc on avait fait le travail, et on l'a intitulé Redressement et redéploiement de l'IAP. Redressement parce qu'il commençait à être tordu, et redéploiement pour le diminuer. Et ce travail, il nous a promis d'essayer de l'appliquer, et c'est ainsi que rapidement il a envoyé l'histoire SPA et il a commencé. Mais j'ai insisté sur un ou deux points sur lesquels je voudrais rapidement revenir. Premier point, je lui dis, pour qu'un établissement de formation soit valable, il faut qu'il soit autonome. Il ne faut pas qu'il dépende ni de X ni de Y. Puis surtout d'une société, d'une entreprise, à la rigueur d'un ministère, comme un ministère de l'enseignement supérieur à la rigueur. Mais, donc, autonomie, d'une part. Ensuite, pour qu'il soit reconnu, il faut que ces diplômes soient habilités à délivrer des diplômes reconnus nationalement et internationalement. Donc aussi, avoir des diplômes reconnus. Donc ces deux aspects, l'autonomie pour la gestion financière, etc., les moyens de qu'on nous sort toujours des histoires de moyens financiers, ça, on peut toujours trouver des solutions, mais il faut que ce soit un établissement qui soit autonome, et parce que s'il dépend d'une entreprise, cette entreprise a des idées peut-être partielles, mais il n'est pas forcément un établissement reconnu, valable, etc. Et donc, les diplômes. Effectivement, je dis que CEC a commencé à mettre en place, mais on n'est pas encore arrivé à la phase. Et notre ami Zerkin, qui en plus est un ancien de l'IAP, doit veiller au grain avec cet établissement, parce que là, je crois que ça, je ne sais pas, même au sein de son entraque, à un moment donné, c'était une direction centrale, ensuite ça devient même pas un bureau, même pas une sous-direction, même pas une direction. Bon, ça, je crois que c'est la phase actuelle de transformation. Bon, donc ça c'est pour compléter un peu. Maintenant, je voudrais donc, tout à l'heure j'ai dit que je voudrais donc... Je précise, oui. je précise une chose. J'ai dit tout à l'heure qu'en 86, il y a eu l'autonomie des entreprises. Et puis les besoins, l'expression des besoins au niveau de son entraque a diminué drastiquement. Ensuite, nous avons eu la pression énorme du ministère de l'Enseignement supérieur. Rappelez-vous, les bacheliers devenus nombreux, il n'y avait pas de place. Je me rappelais en mois d'août, j'ai reçu un ministre de l'enseignement supérieur, à l'époque c'était Perkin, de la santé. Il était venu en plein mois d'août, ici, et il cherchait des places pédagogiques pour les nouveaux bacheliers. Et donc, comme d'un côté, il n'y a pas de besoin, de l'autre côté, l'enseignement supérieur cherchait des places pédagogiques, c'est ça qui a fait qu'on a perdu, tu peux en parler bien comme il faut. Comment on a cédé SENIA sous la pression des bacheliers? Comment on a cédé à Naba? C'est-il demi-mal puisqu'on a repris, et je pense qu'ils vont nous donner un équivalent de terreur à O'Donnell, ce qu'ils ont pris, et c'est tout. Mais ça, j'ai oublié de mentionner que nous avons également perdu Naftogaz, l'IAP Hazim Saoud, qui est devenu Naftogaz, et grâce à M. Zerkin, nous avons quand même pu récupérer en juillet, c'est fini, Naftogaz a été réintégré au niveau de l'IAP. Ça, on a oublié, ah oui, il a sorti tout le monde et il a récupéré. Ça j'ai oublié de le mentionner, c'est grâce à lui. Moi, je voudrais bien préciser c'est quelque chose. toujours dans le... J'ai passé 10 ans à la tête de l'IAP. Je voudrais souligner une chose, les années 80, à partir de 90, il y a eu la crise en Algérie. Il y avait le baril de $40 est descendu jusqu'à $9. Donc il y avait des problèmes de paiement, etc. Il y avait ce genre de problèmes. Et l'IAP à l'époque était passé dans le champ de la fonction publique. Le budget était un budget de l'État. Le budget de l'État, avant, l'IAP fonctionnait sur appel de fonds de Sonatrach. Et puis après, c'était l'État. Les budgets, donc, l'IAP figurait dans le budget de ministère de l'Industrie et de l'Énergie, avec une ligne. Il y avait un budget. Et ce budget-là, il fallait se battre avec le ministère des Finances pour avoir le minimum l'on pouvait avoir. Donc, les stages
stages pratiques sur le terrain, il fallait nourrir les gens, il fallait les héberger. C'était plus plus possible de les soutenir. J'avais accepté, j'avais pris sur moi de dépenser. Monsieur Annou est là, il était contrôleur financier à l'époque. Il était agent comptable à l'époque, pardon. Et on faisait passage sur la régie. Une régie qui a été difficilement acceptée quelques années plus tard par le contrôleur financier, par le ministère des Finances, parce que c'était illégal. Il y avait des tarifs par étudiant, 7,50 $. Et pour manger, dormir, c'était impossible de faire ça. Donc il y avait 7 comptes. Le budget de l'État avait des difficultés. Et par ricochet, l'IAP avait des difficultés au niveau non budgétaire. La réglementation de la fonction publique faisait que, à cela s'ajoutait l'autonomie des entreprises. Donc, à ce moment, les entreprises, chacune disait, moi, dans ce bain de crise, moi, je ne prends pas les ingénieurs ou techniciens supérieurs qui étaient affectés, on ne les prend plus, ils sont nos besoins. Et l'enseignement supérieur. Troisième élément, l'enseignement supérieur il y avait de plus en plus de bacheliers qui venaient à l'université, et donc les locaux, les moyens, les infrastructures de l'enseignement supérieur étaient faibles. Que faisait donc l'enseignement supérieur? Il allait vers les instituts sous tutelle des différents ministères, et il prenait. Quand je suis arrivé en 87, Naftogaz, il y avait les entreprises Enafor, NTP, etc., les filiales, qui avaient fait un document ministère qui demandait de créer de transformer l'IAP Hassim Sud en centre inter-entreprise. On s'est opposé. Pour dire que ce ne sera pas possible de faire ce que l'IAP faisait déjà, et à 91, je crois, 92. On s'est opposé, et finalement, Naftogaz a vu le jour. Senia, autre élément, donc l'enseignement supérieur prenait. Et il y avait une visée ici, à Boumerdest, pour en faire une université. Une réunion a eu lieu au ministère, alors à l'époque où M. Bouchenet était ministre. 90. Gouvernement Rosely. Non, avant. Et donc, il nous a informé que les différents instituts passaient à l'université. On crée une université métropolitaine. Alors, j'ai posé le problème de l'IAP. L'IAP, ce n'est pas comme les autres et il fallait absolument. Donc, il y avait des pressions externes, des pressions d'ordre de situation économique du pays. Il y avait des problèmes d'ordre infrastructurel pour l'enseignement supérieur. Et tout cela fait qu'il fallait sauver l'IAP. Pour sauver l'IAP, on est revenu. On a demandé, on a dit, bon, nous vous donnons le plus grand centre d'enseignement supérieur. En vous donnant le plus grand centre qui est Arze, pour l'IAP. Et on vous donne l'INH. L'INH et l'IAP constituent un appareil trop gros à l'époque. L'INH formé par centaines et l'IAP avait une centaine d'ingénieurs qui sortaient par an. On formait de chômeurs en fait. Donc, on s'est dit, au niveau du ministère, nous préservons un institut pour les besoins du secteur, et l'autre, nous le donnons à l'enseignement supérieur, et avec la condition que l'enseignement supérieur nous laisse tranquille. Pour que l'enseignement supérieur nous laisse tranquille, il ne fallait plus recruter des bacheliers. Il fallait revenir au cycle court. Du reste, l'IAP ne sait pas enseigner les mathématiques, ni la physique, ni la chimie. Elle sait enseigner le métier de producteur, de raffineur, etc. Donc, on recentre l'activité de l'IAP sur ce qu'elle sait faire. Et d'où donc cette décision en 1993 de céder l'IAP d'Oran, qui était le plus grand. Il y avait juste
toute la rue qui sépare le centre de l'université, et de travailler donc dans le sens d'intérêt centré, puisque juste quelques mois auparavant, une grande réunion a eu lieu ici, avec tout le staff de la direction générale de Sonatrach, avec M. Wahab, tous les... Et nous avions demandé à Sonatrach si elle avait besoin de l'IEP, et si on en a besoin, qu'est-ce qu'elle veut en faire? Mandater que ce soit. Sonatrach s'est prononcé pour un cycle court, pas pour des bacheliers. Un cycle court, et l'IAP serait une institution du secteur qui formerait souvent les besoins du secteur. Voilà donc un petit peu les conditions dans lesquelles nous étions. Ce n'étaient pas des conditions idoines, c'était des conditions extrêmement importantes. Je dois dire également en 1987, déjà CETIF, qui devait être pris par l'IAP, avait été, le ministre Nabi avait déjà donné l'accord pour que ce soit à l'enseignement supérieur. Annaba également, en plus de droit, et on s'est rabattu sur Skidda. Aujourd'hui, bon, M. Barnet, je comprends, il a fait beaucoup d'efforts, il a travaillé pendant 20 ans pour créer un institut de ce nom, enfin, très important, et puis il a été réduit à l'école d'ingénieurs, et les deux centres, au niveau d'Arzu, au niveau de Skidda, là où il y a les pôles industriels du secteur. Voilà, bon, du point de vue recherche, les entreprises en 88 étaient beaucoup plus, à partir de 88, étaient beaucoup plus préoccupées par la production, par produire ce qu'elles produisaient déjà, et donc tout ce qui était recherche ou autre, elles s'en foutaient. Et donc nous avions décidé, nous avions développé la post-graduation en géologie, en plastique et gaz existaient. On avait développé des post-graduations en chimie appliquée, et on était en cours. Le contrat a été signé avec Oklahoma pour tout ce qui était réservoir ingénieur. Et une post-graduation est également en cours à l'époque, en 95-96, pour le management stratégique et le pétrolier. À terme, l'IAP, suivant les plans qui avaient été faits, l'IAP formerait 80 à une centaine d'ingénieurs et pratiquement une cinquantaine de magistères par an dans les différents. Et puis, bon, nous savons ce qu'il y a eu par la suite, l'intégration. Voilà, c'était des précisions qu'il fallait vraiment pour expliquer pourquoi c'est revenu à une peau de chagrin et pourquoi nous sommes placés. Nous avons avec nous un des acteurs qui a, je pense que c'est Ammar Makhloufi, c'est lui, je me rappelle le jour où il y a eu la visite du ministre de l'Éducation. L'enseignement supérieur. M. Belmouzir, ils ont visité l'IAP, ils s'étaient prévus de mettre fin à l'IAP, l'INH, ok. Et au cours de chemin, il pourra nous en parler. C'est là que la décision a été prise pour garder l'IAP uniquement et céder le. Et il était présent, il peut parler de cette époque. C'est lui qui a décidé de maintenir. Autrement, c'était pratiquement tout l'institut qui devait disparaître. Voilà. Je voudrais donc compléter un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, en parlant de deux ou trois autres aspects. Alors, je crois qu'on vient de soulever quelques aspects pédagogiques. Alors, sur le plan pédagogique, j'ai cité tout à l'heure la localisation des sites de formation pour les techniciens, la différence entre les ingénieurs techniciens, etc. Il y avait un deuxième point important sur lequel aussi on a pris une option, c'est la langue de formation. Et c'est à partir de le gaz, la pétrochimie, les plastiques, etc., que le problème s'était posé. Fallait-il amener des enseignants qui parlent français et qui sont en même temps donc, spécialistes de l'option pour laquelle on les amène, ou fallait-il
faire l'inverse, prendre des enseignants valables dans l'option qu'on veut lancer, quitte à ce que les étudiants, eux, apprennent la langue de ces enseignants. Et je cite toujours au passage, ce n'est pas une critique, mais je cite au passage que par exemple, le CAT au début, il amenait des enseignants soviétiques qui venaient enseigner avec une interprète à côté d'eux. Les enseignants russes et l'interprète traduisait. Voilà, cette formule n'est pas du tout, sur le plan pédagogique, n'est pas valable. Donc on a opté pour cette formule et c'est ainsi que l'IAP a été le premier établissement à lancer une formation en anglais dans le secteur donc, des hydrocarbures, des gaz, etc., avec IGT de Chicago et avec le plastique au niveau de Boston. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, donc la situation était là. Troisième point, et là, je crois que j'ai peut-être des gens qui sont tous opposés parce que eux sont. C'est l'histoire du cycle court et cycle long. Je le dis d'une façon, disons, rationnelle. Le cycle court tel qu'il était lancé au début avait comme candidat soit des élèves qui sortaient de l'école d'ingénieur, soit des élèves qui venaient de l'université. Or, le plus grand nombre des élèves, c'était ceux qui venaient de l'université, parce que, et là aussi je dis, il y avait à l'époque qu'une seule école d'ingénieur, l'école polytechnique d'Al-Harrach, et tous ceux qui faisaient l'école n'allaient pas faire l'IAP. Or, ceux qui venaient de la faculté, il y en a qui n'avaient, et je le dis, mais réellement, j'ai été responsable dans le secteur de l'éducation, qui n'avaient même pas manipulé, des chimistes qui n'avaient même pas manipulé au niveau de l'université, soit problème d'eau, soit problème d'équipement, etc. Comment on peut transformer les licenciés qui sont purement théoriciens en ingénieurs dans une entreprise industrielle. Et là, on a opté, tout à l'heure j'avais cité à cause du nombre, cycle long par rapport au cycle court, mais aussi à cause du profil et du programme de formation. Pour moi, je pense que le cycle long, à partir du baccalauréat, formé d'abord des ingénieurs, c'est Daoud a dit bon, que notre spécialité, ce n'était pas toujours même mathématiques, physique, etc., mais notre spécialité, les sciences de l'ingénieur, on les donnait dans les premières années. Et c'est Chrisat qui est là, et qui sort lui du cycle court, comme Nta, comme Ali Boutalbi, comme Swidi,